Alors, bonjour à tous. Micro peut-être, parce que sinon on va pas descendre. Franchement, vous m'entendez pas? Si, ça y est. En général, on m'entend sans micro et c'est mieux que je parle sans micro. Donc nous, effectivement, on va vous parler de la peur côté scientifique, puisque les scientifiques ont peur, notamment les astronomes. Parce que quand on cherche à comprendre la nature, donc on n'a pas que ces peurs physiques, on a aussi les peurs de ce que l'on va découvrir. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à accepter ce que l'on découvre. Parce qu'on a, comme disait M. Geffrotin tout à l'heure, quand on avait l'habitude d'être dans un monde clos, le fait de se retrouver dans un monde infini, ça nous dérangeait, c'était pas habituel. Quand on vous change vos habitudes, vous faites la tête en tant qu'élève, et ben c'est un petit peu pareil, même si vous, c'est pas dans une dimension de peur. Et donc on a peur de ce qui nous dépasse, des découvertes qu'on fait qui nous dépassent. Et pourtant, on cherche à en savoir toujours plus, on invente des machines complètement incroyables dont on a parfois peur, qui sont même potentiellement dangereuses, et tout ça pour satisfaire notre curiosité. Et donc les élèves du Club Astro vont vous parler de ces différents axes de la peur, donc les peurs des scientifiques du temps passé, et puis les peurs des scientifiques du temps présent, parce qu'on a toujours peur actuellement des choses que l'on découvre. Donc je vous laisse la parole. Je ne reprendrai pas la parole à la fin pour conclure, donc je tiens juste à dire que ce sont des élèves qui ont travaillé sur leur temps libre, qui ont fait des choses vraiment beaucoup en autonomie, donc ils sont passionnés pour le sujet. J'ai des élèves de terminale S uniquement, oui, de première S aussi, et de seconde qui ont participé à ce projet. Voilà, allez-y. Alors déjà, il faut savoir que depuis toujours, l'homme se questionne sur sa place dans notre monde. Et donc, depuis le départ, il y a eu une certaine remise en question. Et de cette remise en question, bien, il naquit une certaine peur. Et il y a eu énormément de différents phénomènes incompris qui ont du coup accentué cette peur. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'au départ, l'homme se plaçait dans un espace clos. Donc, je te laisse commencer par parler d'Aristote. Excusez-moi. Je l'appelle Aristote, le père de l'astronomie, car c'est un philosophe grec de l'Antiquité qui est né plus précisément en moins 384 avant Jésus-Christ. C'est le disciple de Platon, l'un des plus grands penseurs de son temps. Il a travaillé sur tous les domaines de son époque, comme la biologie, la physique et la métaphysique. Et c'est lui, en particulier, qui est à l'origine de la théorie que la Terre est immobile et que nous vivons dans un espace clos. Donc Aristote, au départ, propose de placer la Terre comme le centre de notre univers, le centre de notre système. Et donc, sa proposition, c'est, il l'appelle la sphère des fixes. Donc au départ, on a la Terre qui est au centre, et puis ensuite, donc on va simplifier un peu, il y a la Lune, et puis tout autour, donc on considère que nous sommes à l'intérieur d'une très grande sphère, il y a donc la sphère des étoiles fixes. Et donc dans cette proposition de notre système, nous avons 5 mondes. Nous avons le monde terrestre, ensuite le monde sublunaire, le monde lunaire, ensuite le monde supralunaire entre la Lune et la voûte céleste, et pour finir la voûte céleste. Et donc il faut ajouter que nous allons du monde le plus imparfait au monde le plus parfait, qui est la voûte céleste. Sachant que l'homme se trouve sur la Terre, donc le monde le plus imparfait. Et cela correspondait parfaitement à ce que la religion proposait, puisque nous avions un endroit où placer Dieu, et c'était la voûte céleste, donc l'endroit le plus parfait. Et pour les hommes, c'était agréable
pour eux de se dire qu'après la mort, ils pourraient aller dans cet endroit parfait et ça constituait donc le paradis. Sauf que plus tard, Ptolémée reprend cette idée et ajoute différentes étoiles en plus des différents mondes que nous avions, donc les 5 mondes que nous avions, mais ça colle toujours avec la proposition religieuse. Donc pendant 1000 ans à peu près, la vision qu'on avait de l'espace ne va pas du tout changer. Ça va rester exactement la même chose. Juste au niveau des dieux, chez les Grecs, à l'Antiquité où on a créé les premières constellations, comme Aristote qui a créé le lion et le taureau, chaque groupe de constellations devait représenter l'histoire de la mythologie. Donc on a aussi Ptolémée à Alexandrie qui a créé certaines constellations comme l'Aigle ou la Grande Ourse que vous devez sûrement connaître. Sauf que quand il a donné ces documents sur les constellations, en fait, il y a des étoiles qu'on voit d'Alexandrie qui ne sont pas visibles de l'Europe. Donc il y a certaines constellations qu'on n'arrivait pas à voir d'Europe. Du coup, ces informations étaient un peu faussées. Comme vous le voyez, Galilée est un mathématicien et physicien né au XVIe siècle. Dans ce siècle, l'Église avait une place importante dans la société. Elle étudiait la science et donc elle interdisait aux éventuels chercheurs d'affirmer des découvertes comme vraies, mais autorisait les hypothèses. Ceux qui insistaient à faire approuver leurs découvertes étaient jetés au bûcher. Copernic ayant essayé d'approuver ces hypothèses a été puni. Mais plus tard, Galilée poursuit son œuvre et essaie en vain de prouver que nous ne vivons pas dans un univers clos. Donc, comme on vient de le dire, Copernic et Galilée proposent de placer non pas la Terre au centre de notre système, mais le Soleil. Du coup, on parle d'héliocentrisme. Sauf que là, il y a vraiment un réel contraste avec la religion. Et du coup, la religion, l'Église, va donc condamner la thèse de Galilée en 1616. Toutefois, Galilée avait les preuves, puisqu'il était soutenu par le pape Urbain VIII, et il avait les preuves de ce qu'il avançait. Et donc, tôt ou tard, la science aurait pris le dessus sur la religion, et on aurait su que cette vision géocentrique était fausse. C'est pourquoi il y a la légende qui dirait que lors de son procès, Galilée aurait dit « et pourtant, elle tourne ». Il a cependant écrit un livre avec différents dialogues pour essayer d'avancer et de montrer que l'héliocentrisme était la seule bonne méthode, en prenant un personnage qui serait un petit peu idiot et qui lui défendrait le géocentrisme, et en face un autre personnage qui défendrait la thèse de Copernic et qui lui aurait de réels arguments. Donc nous nous retrouvons avec 2 mondes différents. Donc un ancien monde qui était très agréable, très confortable, correspondant à la religion. Il était donc hétérogène, puisque nous avions 5 mondes avec 5 logiques différentes, du plus imparfait au plus parfait, alors que dans le nouveau monde proposé par Galilée, nous avons un monde homogène, avec les mêmes lois de l'univers partout, et une seule réalité, c'est en quelque sorte un empire de la banalité. Ensuite, dans l'ancien monde, c'était clos, c'était simple, nous n'avions pas, comme disait M. Geffrotin tout à l'heure, cette espèce de contre-haut, alors que maintenant, on nous place dans un univers infini, qui est très difficile à concevoir. Auparavant, nous avions un géocentrisme, l'homme était au centre de l'univers, l'homme était le centre de la création, il dominait la création. Après, il y a eu une certaine blessure narcissique quand nous sommes passés à l'héliocentrisme, voire à un acentrisme, puisque maintenant, le monde étant infini, nous ne pouvons pas placer un astre ou quelconque point au centre de notre univers. Nous avions ensuite différentes logiques auparavant, donc du plus imparfait au plus parfait, tout était à sa place, tout était rangé,
nous avions des esclaves, nous avions des maîtres, nous avions des citoyens, et nous avions les dieux qui étaient aussi présents dans ce monde, alors que maintenant nous avons un univers régi par des lois universelles, et nous ne pouvons pas avancer. Tout le monde est logé à la même enseigne en quelque sorte. Et pour finir, il faut savoir qu'auparavant le monde, le ciel chantait la gloire de Dieu, entre guillemets, puisque toute la religion correspondait avec ce que la science avançait. Alors que maintenant, nous avons un monde qui est écrit en langage mathématique, qui est tout de suite beaucoup plus froid et beaucoup plus repoussant. Du coup, nous avons une certaine peur qui est née de cela, puisqu'on est passé d'un certain cosmos qui était assez beau, à maintenant un univers mathématique plus froid, plus difficile à comprendre. Et puis, nous avons donc dû changer notre vision de la perfection, qui au départ était la finitude pour les Grecs, et qui maintenant est plus... la religion a essayé de s'adapter en annonçant l'infini comme perfection, en disant par exemple l'amour infini de Dieu. Et donc cette peur est née de la désorientation, nous n'avons plus de centre, et il y a donc eu une blessure narcissique de l'homme. Donc après avoir admis que l'univers était infini, l'homme a décidé d'aller le conquérir. Donc il y a beaucoup de missions qui sont parties soit autour de la Terre, soit pour explorer la Lune, où on a envoyé des satellites partout dans l'espace. Et pour les astronomes qui font des missions spatiales, il faut un long entraînement. Je ne sais pas si vous savez combien de temps d'entraînement il faut avant de participer à une mission. Personne? Ok. Donc il faut 7 ans pour s'entraîner pour la formation juste pour une seule mission. Donc c'est un entraînement très difficile au niveau mental ou physique. Par exemple, sur la machine que vous voyez là, en fait elle tourne sur elle-même et ça simule l'accélération lors du décollage de la fusée ou de l'atterrissage. Et donc le poids du corps qui va être sur le siège va être beaucoup plus important et c'est très difficile à tenir et très peu de personnes arrivent à monter à des pressions suffisantes pour pouvoir décoller. Sur la deuxième photo, on voit les astronomes qui sont lestés, qui sont dans une piscine de plusieurs mètres de profondeur et ils s'entraînent autour d'une représentation de l'ISS, la station spatiale internationale, pour pouvoir refaire chaque mouvement à l'identique quand ils sont dans l'espace. Donc cet entraînement est très dangereux, il y a eu déjà beaucoup de morts, plusieurs dizaines. Par exemple, sur la photo qu'on voit ici, c'est l'astronaute, c'est un astronaute qui faisait non, c'est pendant une mission, excusez-moi. C'est un astronaute qui faisait un vol suborbital, donc ça veut dire qu'il n'est pas totalement dans l'espace. Et en fait, il y a une perte de contrôle de son avion, et il a fait une chute de 80 km de haut. C'est un peu haut. Et son avion s'est mis à tourner sur lui-même, et il avait une vitesse de 5 Mach, donc 5 fois la vitesse du son, qui représente à peu près 1700 mètres secondes. Donc il n'a pas survécu et son avion il ressemble à ça à l'arrivée. Il y a aussi un Italien il n'y a pas longtemps qui a failli mourir noyé lors d'une mission de réparation autour de l'ISS. Il y a sa poche d'eau dans son casque qui s'est percée et en fait il y a de l'eau qui a commencé à rentrer dans son casque. Et du coup, comme il faisait nuit, il voyait vraiment plus rien, tout était trouble. Et il a réussi à rentrer dans l'ISS juste avant que l'eau n'atteigne son visage, parce que si l'eau atteint son visage, elle se propage directement sur tout le visage et il se noie instantanément quasiment. Ensuite, il peut arriver aussi des problèmes de parachute, comme une capsule qui retombe, mais le parachute se déclenche pas. Du coup, c'est une explosion. Aussi, les réacteurs de la fusée peuvent exploser dès le début, dès le lancement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et aussi des scientifiques qui expérimentaient des réacteurs de fusée qui ont explosé lors de tests. Et comme les scientifiques étaient à côté, ils sont morts aussi. Ça arrive assez fréquemment.
D'accord. Donc pour les entraînements, il y a eu aussi beaucoup de morts, comme Yuri Gagarin qui est mort le 12 avril 1961 dans un avion de test qui s'est crashé. Il y a aussi Valentin Bondarenko, un Russe, qui est mort brûlé vif dans une salle basse pression avec une atmosphère pleine d'oxygène. Il y avait un fil électrique chaud et un tissu imbibé d'alcool, donc ça a brûlé, et comme c'est de l'oxygène, l'atmosphère, ça a enflammé tout l'air, et comme en fait il était encore vivant, et tellement il était brûlé qu'on a dû planter les perfusions sur la plante des pieds. C'était la seule partie qui n'est pas brûlée au niveau de la peau, et du coup il est arrivé à l'hôpital et il est mort suite de ces brûlures. Et donc, tout ça pour dire, malgré toutes ces peurs que nous pouvions avoir, nous avons fini par accepter notre notion de l'infini. Nous l'avons certes acceptée, mais nous ne la comprenons pas forcément, parce que c'est quelque chose d'impalpable. Mais notre nature humaine nous pousse toujours à chercher toujours plus loin, en ayant toutefois peur de ce que nous allons trouver, comme on atteste souvent les théories de science-fiction que nous pouvons avoir. Donc, comme l'a si bien introduit mon camarade, nous allons commencer à vous parler de la peur dans la science-fiction et surtout par rapport aux extraterrestres et aux intelligences artificielles que l'on peut trouver dans celle-ci. Donc, la science-fiction, pour ceux qui ne sauraient pas, est un genre littéraire et cinématographique qui met en scène généralement un monde futuriste qui présente des réalités alternatives ou apocalyptiques qui peuvent provoquer une certaine peur chez le lecteur ou le public. C'est un genre qui se passe aussi soit sur Terre ou même dans l'espace, et on peut parler de space opéra. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple de peur créé par un livre ou un film de science-fiction, mais en 1938, dans l'émission radio d'Orson Welles, lorsqu'il a lu un passage de La Guerre des mondes, donc un ouvrage qui parle d'une invasion martienne, la population a cru en fait à un bulletin d'infos, de réelles informations, et s'est mise à paniquer, à reporter des apparitions d'extraterrestres dans le pays, donc c'était les États-Unis. Et la police a été arrosée donc d'appels pour dire que telle ou telle personne avait vu un extraterrestre, alors que, a priori, il n'y avait rien. Chercher à partir de quand les extraterrestres ont une réelle importance dans le monde a été un peu compliqué, parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de théories conspirationnistes, comme celle de la base aux États-Unis, où il y aurait apparemment des extraterrestres enfermés, disséqués et étudiés. Mais on sait qu'on a commencé à parler des extraterrestres dans les années 1850, mais qu'on a vraiment commencé à approfondir le sujet à partir de 1950, donc un siècle plus tard, et que la passion des extraterrestres est venue au public entre 1960 et 1970, où elle a connu son apogée. Surtout avec l'arrivée de photomontages et donc d'extraits de livres racontés à la radio. Et c'est aussi à partir de 1950 qu'on a commencé à envoyer des messages dans l'espace en guettant une réponse en différentes langues et aussi avec des codes. Cependant, maintenant, les scientifiques peuvent affirmer qu'on ne recevra certainement jamais de réponse, car s'il existe une vie au-delà de la Terre, elle sera sûrement plutôt une vie de forme bactérienne et ne pourra pas avoir donc l'intelligence ou la réflexion qui permettent d'interpréter nos messages ainsi que de nous renvoyer des messages en retour. Depuis les années 1950, on a parlé des extraterrestres qui n'ont cessé de fasciner des générations entières de population. On a demandé d'ailleurs à nos parents de nous en parler un peu pour ceux qui étaient un peu fanatiques du genre. Et
quand on pose la question aujourd'hui aux gens, on sera d'accord que les extraterrestres sont plutôt considérés comme une entité de science-fiction et non une réalité, sauf pour une minorité. Il est plus ou moins admis donc que les extraterrestres font partie de l'imaginaire collectif et qu'ils ne peuvent pas venir vers nous. Mais cependant, il n'en reste pas moins qu'ils inspirent une peur au public et la science-fiction reste un genre qui fait trembler. On les pense, la science-fiction les fait paraître comme ayant une intelligence nous surpassant de loin, avec des membres nous ressemblant, donc un corps humain, 2 bras, 2 jambes, une tête. Bon. Rien de différent de nous, seule une plus grande intelligence, une intelligence surhumaine. Mais on ne les connaît pas. Le fait de ne pas les connaître nous fait peur, mais aussi le fait de savoir qu'ils nous ressemblent. On sait que l'homme n'est pas un animal. On pourrait dire que l'homme est l'animal le plus supérieur de la chaîne alimentaire parce qu'il est intelligent, il peut faire preuve de ruse et il peut aussi écraser les autres espèces animales comme des insectes. Et on pourrait donc transposer cette théorie, cette logique dans le rapport homme et extraterrestre. Si les extraterrestres nous surpassent en intelligence, cela ne veut-il pas dire qu'ils pourraient simplement nous prendre pour des insectes, des nuisibles, et donc nous anéantir s'ils venaient vers nous? Ce qui effectivement fait peur. Je vais vous demander de conclure peut-être en 1 ou 2 minutes, parce qu'une chose est la peur, autre chose est la faim. Et je sens que dans la salle, il y a quelques élèves qui sentent l'estomac qui se titille. Donc c'était un petit mot de conclusion. Je suis désolé de vous bousculer un petit peu, parce que c'était très bien. Si vous voulez finir sur ce que vous aviez prévu de dire, on va finir là-dessus, parce que sinon ça va être un petit peu difficile, surtout pour ceux qui reprennent assez vite après. Je vous laisse la parole, tout le monde écoute tranquillement, sachant qu'on en a pour encore 2-3 minutes. Donc on aurait voulu vous parler aussi des Envahisseurs, qui est une série télé de 60, 77, aussi de HAL 9000, qui est le méchant c'est un robot, une intelligence artificielle méchante du film 2001 dans l'Odyssée de l'espace, aussi des astéroïdes géocroiseurs, donc comme on s'y envoie, et aussi des trous noirs, qui sont aujourd'hui encore quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, et qui nous effraie. Donc pour conclure, je dirais que dans l'astronomie, ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne peut définir ni imaginer. Donc un exemple que moi j'aurais bien aimé dire, c'est les trous noirs, qui on ne peut pas imaginer, parce que c'est inimaginable. Et donc voilà, donc en fait, la base de la peur dans l'astronomie, c'est ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu, ce qu'on n'arrive pas à imaginer, et vraiment ce qu'on redoute, et en même temps on a envie que ça arrive. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des élèves du Club Astro qui n'ont pas démérité. Désolé de vous avoir un peu bousculé.